Pour commencer, vous vous présentez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Buffin Augustin, c'est mon prénom, mais je suis connu sous le prénom, mon surnom que j'ai, Guy. Le 31 juillet 1945 à Bizerte, en Tunisie. Pour les statistiques, le métier de vos parents. Mon père était maçon. Votre propre métier? Mon premier métier, j'étais contremaître au transport de l'énergie. Je m'occupais des réseaux de 60 000 à 400 000 volts, toute la région, y compris les liaisons avec l'Italie. Voilà. Donc chez EDF. Un EDF, transport de l'énergie. Pour parler du judo, comment vous avez entendu parler du judo pour la première fois? Ah, la toute première fois, ça doit dater de 1958. C'était le fiancé de ma soeur qui était ceinture marron et je m'étais juré de faire un jour du judo. Mais j'ai commencé par le cyclisme. J'ai fait même les championnats de France, cycliste. Et j'ai commencé le judo en 1963. Je voulais commencer en 62, mais bon, on n'était pas très riches. Hein. Une licence, un kimono à la maison, on avait autre chose à faire que... J'ai rencontré Flory, au Creux de Cagnes d'abord, parce que c'était en 62, et ensuite à Cagnes, à la Cité Marchande. J'ai fait du judo avec Raoul Flory. D'accord. C'était quoi le nom du club? Judo Club de Cagnes-sur-Mer. Qui était le professeur de Raoul Flory? Est-ce que vous le savez? C'était un lutteur, c'était Monsieur Dunoyer. Qui était donc au Fort Carré, c'est ça? Qui était au Fort Carré. Quand vous êtes rentré pour la première fois dans le club, est-ce que vous vous rappelez d'assistants ou de gens qui étaient déjà gradés, à part Flory lui-même? Bon, il y avait les frères de repas, parce qu'on était dans le même quartier, mais je ne les connaissais pas trop. Est-ce qu'il y avait d'autres gradés ou des assistants? Il utilisait des assistants pour donner les cours? Non, non, non. Il faisait tout lui-même? Raoul faisait tout. Cours d'enfants, il faisait tout, le jiu-jitsu, il faisait tout. Ah, il donnait des cours de jiu-jitsu aussi? Il y avait un cours spécial, de temps en temps, on faisait que du jiu-jitsu. Justement, comment étaient les entraînements dans ces années-là? Est-ce que c'était différent de ce qu'on fait maintenant? Ah, il y avait beaucoup échauffement, un peu de technique et randori. La technique en elle-même était différente de maintenant? Pas si différente. Et Raoul avait cette qualité de tout transmettre dans les moindres détails. C'était un très bon pédagogue. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants dont vous aviez entendu parler dans ces années 60, 65? Non, je ne connaissais pas. Moi, j'avais fait du yoga à Nice et j'ai eu l'occasion de voir... qui? Tarquini? Tarquini, oui, oui. J'ai vu Tarquini. J'étais assez impressionné, mais je ne connaissais pas de club. Tarquini, c'était donc au Vieux-Nice. Au Vieux-Nice, c'était à la salle Ruska, je crois. Ruska, ouais, salle Ruska. Ensuite, dans les années fin 60, début 70, vous avez dû rencontrer d'autres clubs, peut-être en compétition? Ah oui, après, oui, grâce à Raoul, oui, on avait été à Draguignan, en Italie, on n'a pas arrêté de circuler. Oui, moi, dès que j'ai commencé à faire des compétitions, je me suis amusé à aller dans tous les clubs. Et j'étais pas tellement bien reçu. Les gens n'appréciaient pas, on croyait que j'étais un espion. C'est bizarre. Hein. À l'époque, on avait des secrets. Hein. Lui, il fait Moreté de cette façon, l'autre, il fait un Sotogari différent. Et à Menton, il y avait qui? Il y avait Boton? Non, moi j'allais chez Brusa, je connaissais Brusa. Qui enseignait aussi, alors très tôt, le jiu-jitsu, je crois. Jiu-jitsu, le karaté, il était très ami avec Mochizuki. Est-ce qu'il y avait dans ces premières années à disposition des pratiquants des livres ou de la documentation à propos du judo? Très peu. Il y avait bien sûr les livres de Kawashi. Moi, il y avait un livre que j'appréciais, c'était Le Marabout. Il y avait le livre de Pujol, mais c'était pas évident à interpréter. Il n'y avait pas les détails que l'on espérait, quoi. À part les livres, il y avait des moyens de se former de manière plus académique par le biais de stages, par exemple? Oui, biais de stage. Mais ça a commencé quand il y a eu l'école des cadres. Avant 68, il n'y avait pas l'école des cadres? Non, non, non. Donc c'était la première année? La première année. C'était Midan qui était venu de Lyon, il était venu comme conseiller technique régional, et ça a été le directeur de l'école des cadres d'Antibes, de Fort Carré. Comment ça se passait dans l'année, les leçons? C'était toutes les 2 ou 3 semaines? Comment ça se passait? Toutes les semaines. C'était le jeudi et ça durait 4 heures. On avait aussi des cours d'anatomie, physiologie dirigés par Madame Terre. Midan était très rigoureux, que ce soit le Kime no Kata, le Nage no Kata. Techniquement, il était rigoureux? Rigoureux, mais c'est pas pour ça que M. Midan avait toujours raison. Je me souviens d'une anecdote incroyable. Il y a, comment il s'appelait, Yasumoto, japonais.
Midan, il interpelle, il dit Yasumoto, vous pouvez nous faire le kata? Il me dit mais je ne connais pas. Il me dit je ne connais pas Nage no kata. Et Midan démontre le Nage no kata et il fait Uranage. Et Yasumoto me dit mais qui tori, qui uke, vous tori mais vous avez perdu. Vous faites Uranage mais il se plaque au sol en premier, alors qu'il fallait ponter. Ouais. Oh, on était morts de rire, on ne c'est pas vrai. Ah oui, il a fait Uranage avec les épaules au sol. Ouais. Oui, oui, il est descendu et puis il faisait Uranage après. On se fait pas mal comme ça. Alors que là, il fallait ponter. Il n'a pas fait Uranage, il a fait un arraché de lutte. Voilà, un truc de lutte. Ok. Est-ce qu'il y avait des films sur le judo? Ah oui, en 68, quand il y a eu les cahiers techniques qui ont été créés par, je pense, Parisé. Alors justement, est-ce que vos débuts ont été influencés par des militaires du Fort Carré, à part Midan lui-même? Vous avez connu d'autres gens qui étaient issus du Fort Carré? Bah, il y avait Morato qui était au Fort Carré. Ah ben des noms, non, j'en ai connu, mais je connais, j'ai pas les noms en tête. Hein. Morato. Flory, il était passé par le Fort Carré. Oui, mais il n'était pas militaire. Ouais. Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient passées en même temps que vous par le Fort Carré pour se former, par exemple, à l'école des cadres? Ah oui, oui, oui. Baboulin. Ouais. Bon, Baboulin, on a passé le professeur ensemble. Procassi était avec moi aussi. Lefebvre, Méchantel, qui était professeur, lui, à Juan-les-Pins, sur la Nationale 7. Il y avait un club. Il était là. Est-ce que vous avez pratiqué la compétition? Surtout. La première compétition, ça a été à Draguignan parce que Raoul donnait des cours à Draguignan. Mon combat, j'ai fait un combat qui a duré 2 minutes. Le lendemain, j'étais crevé, fatigué, incroyable. J'ai mis plus que mon énergie. J'avais l'impression que c'était... Quelle catégorie c'était? Poids léger, j'ai toujours été léger, moins de 63 kilos. Poids léger. Et l'âge que vous aviez, c'était quoi? Minime, cadet, senior? Ah, j'ai commencé tard le judo, j'ai commencé à 18 ans moi. Donc ouais. Déjà senior. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait à Draguignan, Raoul? Parce que il allait donner des cours, on avait besoin de lui quoi. Il était réputé quand même. Ça fait une trotte, il n'y avait pas l'autoroute. Ça c'est une aventure extraordinaire. Et Raoul n'était pas très riche, il roulait toujours en 2 chevaux. Il allait... Plusieurs fois par semaine, il allait là-bas, il faisait des cours à Cagnes, il était en plus pâtissier, il faisait aussi de la plongée. Dès qu'on avait besoin de lui pour défaire un ancre au fond du port, ben, c'est lui qui y allait. Il était débordé de travail, je ne sais pas s'il avait le temps de dormir. Comment ça se fait qu'il s'était mis à enseigner à Draguignan? Il y avait un professeur là-bas avant qui a démissionné ou un truc comme ça? Ah, je ne connais plus l'histoire, je ne me souviens pas de ça. Est-ce que les compétitions ont évolué par rapport à vos débuts? Dans l'organisation, dans les choses qu'on demande, les choses qu'on fait faire, l'arbitrage L'arbitrage a changé, oh là là. Beaucoup de mouvements sont devenus interdits, parce que soi-disant ils se rapprochent de la lutte. J'avais discuté avec une championne olympique qui me disait j'ai battu la japonaise au JO, parce que j'ai pris ses jambes, je l'ai renversée. Si c'était maintenant, je serais disqualifié. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Les armlocs, les Camille Bazami à la volée, comme fait notre champion du monde, là, de Monaco, Pietri, ça, des choses qui ne se font plus. Je ne sais plus si elles sont interdites, les armlocs debout que faisait Morin. Armlock debout? Oui, il faisait un mouvement, on appelait ça le 25e armlock de l'époque. Oui, donc de la terminologie Kawaishi. Oui, oui, oui. Et on le surnommait le casseur de bras. Et il a même blessé Pinatel. Mais il faisait un judo très moyen, il était 4e dan, mais armlock, avec lui ça marchait, on avait intérêt à taper. Voilà, c'était Morin. Il est décédé, moi je l'aimais bien. C'était quoi son prénom, Morin? Morin, ah, aïe aïe aïe. Alors pour le trouver, ça va être difficile. Et il était dans quel club? Il était chez Beaugaert. Beaugaert, vous l'avez connu un peu? Oui, un petit peu, je suis allé une fois chez lui. Et... il paraît qu'il était un peu spécial. Très spécial, oui. Râleur. Et j'ai eu une discussion avec lui parce que je l'ai vu pêcher sur la promenade, il pêchait, et je suis allé le voir, j'ai fait Monsieur Beaugaert, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Et on a parlé, il était très content de me parler, c'était touchant.
Je sais que Midan ne l'aimait pas trop. Une fois en stage, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine parce qu'il faisait froid et M. Bogaert avait un tricot dessous. Et juste après manger, Midan l'invite à faire le Nagenokata. Et il fait chuter Bogaert. J'ai cru qu'il allait mourir sur le tapis. Il était tout rouge. Et j'ai pas trouvé ça sympa. Ils avaient une rivalité tous les deux? Moi, de toute façon, il n'aimait pas trop. Bogaert, quand même, il était là en premier sur la Côte d'Azur, mais Midan était quand même au-dessus puisqu'il était directeur technique. Oui, non, mais Midan, il a fait sa carrière à l'armée, bien sûr, mais il s'est fixé à Lyon. Ouais. Sa femme était antiboise, voisine de Raoul Faury, et il a fait sa carrière surtout. Je ne connais pas bien sa carrière, mais surtout à Lyon. Il avait l'un des plus grands clubs de France. Je crois qu'il avait 600 ou 800 élèves. Bon, sûr que la fédération l'appréciait de ce côté-là. Et il a été bombardé chez nous comme conseiller technique régional. Il n'a pas été apprécié au début. Quand il voyait les chaussures mal rangées ou les citrons qui traînaient, il faisait la guerre. Il prenait le micro, il ne se gênait pas. Quand il est arrivé, il est arrivé avec ses gros sabots un peu. Oh, il y en a qui... Ils discutaient entre eux, les profs. Moi, je ne m'en mêlais pas, j'étais jeune, mais ça discutait sec. Oh là là, Midan, il me cassait les pieds, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. D'accord. J'ai des petites histoires qui n'ont pas d'importance. Mais... Est-ce que le matériel que vous avez utilisé en judo a évolué? J'ai admis, heureusement. Oh là là, à Cagnes, au tout début, j'y étais pas. C'était de la sciure et une bâche qui était mal tendue, des orteils de travers, c'est une catastrophe. Mais enfin, ça n'empêchait pas de faire du judo. Même à Cagnes, on a eu l'occasion de recevoir Yves Klein, qui était, je crois, 4e dan, mais du Japon. Ouais. On ne le trouvait pas très fort comme judoka, mais c'était quand même une figure. Il y a un gars qui pourrait vous en parler, sérieusement, c'est Meosi. Henri Meosi l'a connu, il était au club quand Yves Klein venait au club. Bon, il ne venait pas tout le temps, il venait en invité de temps en temps, comme ça. Voilà. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Il paraît qu'il y a eu des accidents en judo au début, pas mal d'accidents. Il y a eu même des morts. Et donc on a interdit ce côté-là. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a créé le diplôme d'État. On ne voulait pas que n'importe qui enseigne des techniques trop dures, quoi. Mais on faisait des choses extraordinaires. On se faisait volontairement étrangler, étranglement sanguin, et on se faisait ranimer. Pire que ça, je crois que même Midan le faisait. Avec la ceinture, on étranglait le gars et on le traînait sur le dos jusqu'à ce qu'il tombe. Des trucs de fou. On peut mourir parce que quand on est étranglé dans les pommes, les cervicales peuvent casser facilement. Bon, justement, en parlant des techniques pour réanimer, il y avait déjà des stages de Kwatsu. Je sais que Maître Awazu était Kwatsu, on a fait des Kwatsu. Mais des stages, non, on a eu un gars qui nous a fait un stage de Kwatsu et de Shiatsu aussi, et c'était en 83. C'est d'ailleurs suite à ça que je suis allé en Espagne avec Morato suivre un certain japonais, Oki Sensei, qui nous a enseigné toute la thérapeutique, le yin, le yang, la diététique, tous ces trucs-là. Et j'ai un peu dérivé sur le Qigong par la suite. Voilà. Déjà, comment vous avez eu l'occasion de le faire? Le gars qui nous a fait une formation à Saint-Raphaël nous a indiqué qu'il allait y avoir un stage intéressant au-dessus de Barcelone. C'était, je ne sais pas si c'est la montagne noire, où il y a la Vierge Noire, un endroit vraiment isolé dans les montagnes. Et j'en ai parlé à Morato, il m'a dit si tu veux, on y va. Et lui, il connaissait bien Barcelone, et je fais bien, on y va. Mais on a pris ça à la rigolade. Quand on a vu le matin, au lever du soleil, saluer le soleil, prononcer des sons, nous on avait envie de rigoler. Et ensuite, le repas, il n'y avait pas de repas, rien du tout. On mangeait juste des graines, un peu de thé. On était morts de faim, on dit mais on ne va pas tenir. Au bout de 3 jours, on a dit allez, on descend à Barcelone, discrètement, on va se manger une paella. On a été au Caracolès. Mais ça ne nous a pas réussi, on était malades après. On n'était plus habitués à manger ça. En fait, c'était très intéressant. On a eu des cours avec Malthèse sur la diététique, sur les mouvements rééducatifs, par exemple.
Il y avait du judo ou c'était... Non, par contre, j'en ai profité pour acheter en Espagne un sabre pour faire mes démonstrations de kimono kata. Et comme on le connaissait avec Morato, on a fait une démonstration. Et Oki, le grand maître, a voulu qu'on soit filmé. Et nous, on a fait une démonstration pour s'amuser. Mais il y avait beaucoup de monde, on était applaudis. C'était impressionnant, quoi. Hein. Maintenant, on va un petit peu parler de votre enseignement du judo. Alors, à partir de quand vous avez commencé à enseigner? Ah ben immédiatement, à partir de 68, j'étais à EDF. Et comme je ne pouvais pas avoir de salle à mon nom, parce qu'une semaine sur 3, j'étais de garde jour et nuit. Je m'occupais du réseau régional, je ne pouvais pas, c'était pas possible. Donc j'avais une salle à demeure et les gens du quartier venaient, mais n'étaient pas officialisés. Et j'ai commencé à enseigner là-bas, à Lingostière exactement. Donc 68, dès que vous avez eu le diplôme d'État en fait. Voilà, immédiatement j'ai commencé à enseigner. Ah ben déjà, je donnais des cours à Cagnes parce que Raoul s'absentait régulièrement. Il s'est absenté, puis à partir de 70, Raoul a quitté le club. Comment ça se fait qu'il a quitté le club en 70, Raoul? Parce que Raoul a passé sa vie à... Bon, je parle vulgairement, il gagnait des clopinettes hein, avec son boulot. Il ne gagnait pas grand-chose. Et là, grâce à son beau-frère, il s'est mis à vendre des meubles dans les foires. Et en peu de temps, il arrivait à gagner ce qu'il gagnait dans l'année, quoi, hein, en faisant du judo, de la pâtisserie ou autre chose, quoi. Donc, pourtant, pâtissier, c'est un bon métier. Hein, il faisait des chocolats, on allait le voir. Bon, c'était un bon métier. Mais... Ok. Et donc, il quitte le club il devient forain. Voilà, un peu, forain, oui. Okay. C'est vrai. Et c'est Monsieur Bini qui a repris, c'est ça? Voilà, il a cédé le club à Bini. Et vous avez enseigné longtemps à Lingostière? Ah ben, toujours jusqu'à ma retraite, et puis là je continue. D'accord, toujours dans la même salle? Oui. Non, je suis au Gazélec. Non. Gazélec. La salle n'existe plus, tout a été rasé. Au Gazélec, vous y êtes depuis quand? Ben, au Gazélec, depuis 2000. Hein. Depuis 2000, j'ai quitté le... J'ai pris ma retraite en l'an 2000. D'accord. Et au Gazélec, alors c'est une structure où il n'y a pas que le judo, je crois qu'il y a d'autres Voilà, sports. c'est multisport, on fait tout là-bas. Il y a du karaté, de l'aïkido peut-être. D'ailleurs, même moi-même, j'ai enseigné le yoga et le qigong là-bas. Et oui, karaté, peinture, musique, danse, musculation. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres choses que le judo? Jiu-jitsu, sambo, karaté? Ouais, un petit peu de sambo, avec Brusa, un petit peu de Yosei Kambudo, qui m'a permis de connaître Shizuki et Brusa surtout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Non, par le qigong, mon premier sport a été le vélo, hein. Cycliste. Est-ce que ça a influencé votre parcours, le fait que dans la Fédération française de judo, il y a eu le karaté, le kendo? Ça vous a permis de pratiquer ou un tout petit peu, parce qu'on était professeur diplômé d'État et discipline assimilée, ce qui nous permettait d'enseigner le karaté, l'aïkido, alors que la formation était nulle. Bon, après la fédération de karaté s'est créée, il est certain que j'allais pas donner des cours de karaté, j'étais incapable. Hein. Et voilà, donc j'étais bien, à mon avis j'étais bien, parce que... Il y a eu des gens qui faisaient ça, qui profitaient de leur diplôme de judo pour... Oh, certainement, je pense que oui, bien sûr. J'ai fait un stage une fois, il y avait du karaté. Et moi, j'arrive avec mon kimono, ceinture noire, mais j'y comprenais rien. Il y avait des techniques, je sais pas, Maura Maroshigari, des trucs, comment on fait? Alors, on va parler un petit peu maintenant de votre vécu, de votre parcours. Donc, il y a quelques anecdotes que vous vouliez raconter, dites-moi. Les anecdotes qui m'ont beaucoup plu, c'est l'histoire et les rencontres avec l'Italie. Le club de Cagnes était invité, par exemple, une fois, d'ailleurs j'ai fait un petit truc là-dessus, on était invité à Imperia, bon, 2 chevaux, bien sûr, il y a 100 km, un truc de fou. Et on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on rencontre? Une sélection régionale, les meilleurs Italiens. Et malgré tout, on a gagné. Mais on n'avait pas de public, nous, il n'y avait que des Italiens. Sur 100, je sais pas, une centaine de publics, il y avait une centaine de coachs. Allez, Amazzalo, Capolo, des cris, la folie, c'était l'euphorie. Et à la fin, on gagnait. On les a invités à Cagnes, on a gagné aussi. Mais depuis, ça a changé, parce que les Italiens font du bon judo quand même. Hein. On ne peut pas dire que c'était des mauvais judokas. Ah, j'étais rustique et dur, très dur, les Italiens. C'est-à-dire, ils vous ont invité, mais c'était un traquenard un peu. Ah oui, c'était France Italie. C'était pas Cagnes, club. C'était incroyable. D'accord. On revenait avec des coups, des bleus. Une catastrophe. C'était
Et donc dans le public, ça criait tuer le... Ça criait, des trucs de fou. Mais à l'époque, c'était comme ça. Moi, j'aimais bien l'anecdote de Fleury, parce que Fleury, pour moi, c'était mon idole. Et c'était un lutteur, il était imbattable au sol, imbattable. Il se laissait prendre au sol, puis renverser et gagner. Et une fois, il tombait avec Ekovre, ça n'a pas marché, et Raoul a perdu. Alors, donc Ekovre, c'était quelqu'un très important, un très bon judoka d'ailleurs. Hein. Non, j'ai eu l'histoire aussi de Gruel, que je n'avais pas apprécié du tout. Au championnat de France militaire, il y a eu 30 finalistes. Je gagne la demi-finale parce que le gars, il visitait Versailles, il s'est trompé d'heure. Et donc je gagne la demi-finale, par forfait. Et je me retrouve en finale. Putain, super, je vais pour faire la finale, M. Grel. Biffa, la demi-finale. Il fait, mais M. Grel, j'ai gagné. La demi-finale, il a poussé un cri, waouh. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Et à côté de moi, il y avait un champion du monde japonais, je ne sais plus son nom. Hein. Il m'a dit, mais vous n'avez pas perdu. Là, il m'a galvanisé. Alors, quand je l'ai attrapé, j'ai marqué une nippone, mais on n'a pas compté, on a compté Wazari. Mais c'est fini. J'ai dit, ah oui, mais tu rentres plus. Et je gagne comme ça. Par contre, à la finale, c'est un coup de peau. Ça a été la plus facile. Sur un mouvement bâtard, je me retrouve au sol, je fais Arnock, Judy Gatami à plat ventre. Il ne voulait pas abandonner. J'ai forcé un peu, ça a un petit peu craqué. J'ai dit, mais t'es con, pourquoi t'as pas frappé? Il m'a dit, mais j'avais autant de chance que toi. Bon, ça se justifie, mais bon, moi je m'en foutais, je me disais, je suis champion de France. Immédiatement, j'appelais Raoul. Champion de France militaire, c'est quand vous avez fait votre service? Oui, oui, mais il y avait déjà de Cherchy, je crois que, non, c'est l'année d'après qu'il y a eu Jean-Luc Rouget, qui a fait aussi les champions de France. Ouais. Quand vous avez fait votre service militaire en quelle année? J'étais dans la 66 une B, 66-67. J'ai fait 16 Donc mois. juste avant votre diplôme de professeur de judo. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Et il y avait beaucoup de judo pendant le service militaire? Non, pas du tout. Je mettais ma ceinture contre le lit, je faisais moroter, hippone, des balayages. Personne pour m'entraîner. Il y avait une ceinture noire, il passait son temps en prison. Le Ster, c'était un râleur. Mais bon copain. Mais on passait son temps en prison, à la prison militaire? Prison militaire, mais allez, au trou. C'était comme ça, quoi. Ah oui, je me suis fait engueuler une fois. Quand Midan est venu, il nous a fait un stage de judo. J'avais jamais vu un 5e dan, moi. C'était incroyable. Il m'invite à faire Andori, et je l'ai fait tomber 2 fois. Marque 2 points. Et je saluais, bon, c'est tout. Et il y a un gars qui est venu, il m'a fait un scandale. Il m'a dit, aucun respect, 5e dan, de quel droit te permet? Putain, j'étais à la me taire. C'est vrai que c'est pas beau de bousculer un regradé. J'ai eu la même chose avec Alto Bianchi, qui était professeur de judo aussi à Nice. J'allais à son club, mais bah, je le faisais tomber assez facilement, alors que c'était un bon judoka. Et j'ai trouvé, après coup, j'ai dit, je suis le roi des cons, on ne doit pas faire ça, surtout devant les élèves. Il m'a dit, mais super, tu vas faire le champion de France FCGT, je suis sûr que tu vas gagner, sûr. Championnat, pétard, j'étais en demi-finale, avec beaucoup de difficultés, j'ai trouvé un niveau extraordinaire. À la FCGT? FCGT. Ah oui, je magouillais un peu, hein. J'allais à la FCGT, à l'UFOLEP. Là où il y avait du judo, je m'en foutais, moi je ne faisais pas de politique, j'avais rien. Oui, il n'y avait pas que des compétitions dans la FFJDA, il y avait aussi des organismes. Oui, c'était une fédération qui était forte, hein, la FCGT. C'est peut-être eux les premiers à avoir introduit les compétitions féminines, les compétitions des cadets et même des minimes, que la fédération ne faisait pas, que la fédération a repris. Ah, ouais, alors. Et donc il y avait de très bons judokas là-bas? Moi j'ai rencontré à Toulouse des cracks, hein. Waouh. Comment ça se fait que vous avez fait les championnats FSGT d'ailleurs? Ah ben ça, on prenait une licence, puis on y allait. Il n'y avait pas les sélections, Ouais. Ah ouais, il fallait pareil. On a des copains, bon, tu vas faire ça. D'ailleurs, on avait fait une rencontre à Madrid, dans le cadre de l'UFOLEP. Là aussi, j'étais sûr de gagner. Je ne savais pas, ils m'ont mis le champion d'Espagne. Un gars, un judo, je m'en sortais plus. Mais je n'ai pas pu gagner. Carrega, j'ai fait un stage au Krebs d'Aix-en-Provence et c'était une invitation, j'arrive en retard. C'était le moment du salut. Et
Carrigan me voit arriver, il fait Buffa, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. En marseillais, je ne savais plus quoi dire. Je devrais t'engueuler, mais tu vois, je ne vais pas t'engueuler parce que ma mère s'appelait Buffa. Alors je t'engueule pas. Je l'ai salué, je me suis fait tout petit, je suis allé vite m'asseoir. Voilà, c'était un monsieur. Il nous a fait des stages. Il venait quelquefois chez, comment il s'appelle, à l'avocat, nous faire des cours d'arbitrage. Et c'était quelqu'un de bien. Moi j'aimais bien Carrigan. Alors pour dire le mot de la fin, est-ce qu'il y a une idée ou un conseil que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de judokas? Quelque chose qui vous est cher pour le judo? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté pédagogique. Tout le monde peut faire du bon judo. Être un champion, c'est particulier, ça demande autre chose. C'est vrai qu'à haut niveau, c'est l'intelligence qui va faire la différence, mais ça demande des dons. Mais actuellement, j'ai un élève, et alors ne pas savoir la droite, la gauche, mettre un pied, être obligé de, même pour s'autogarer, lui expliquer le premier pas. Et tu fais un pas, c'est tout. Maintenant, il va y avoir la translation du poids du corps sur cette jambe. Et tu vas faire que ça. Ensuite, ne pose pas le talon. Et chaque fois, il posait le talon. Jusqu'à ceux qui ne posent pas le talon. Maintenant, tu vas tourner pour pivoter. Il faut que tu sois parallèle à hockey. Mais alors, la folie. Hein. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il me fait des mouvements parfaits. Donc tout est possible. La pédagogie, c'est quelque chose d'important. Les recyclages sont importants. Il faut faire des stages. Il faut voyager, il faut connaître. Ça vaut le coup. Ok. Bon, on a terminé. Merci Anthony. Oh ben, merci à vous.